vous propose de continuer cette matinée, de terminer donc sur une étude de cas. Alors, l'étude de cas, peut-être le mot, l'expression est un peu trop grande, parce qu'en fait, le but n'est pas évidemment de faire une réelle étude de cas en reprenant tous les paramètres du cas qui sera exposé, mais simplement on a voulu s'appuyer sur un exemple fictif qui n'est pas si fictif que ça, je vais vous expliquer, pour finalement parler un petit peu de cas réellement concrets et pour questionner dans notre cas la problématique de la technologie et du soin vis-à-vis des questions des inégalités. Donc je me permets de mettre un petit peu plus en perspective cette étude de cas, et puis après je vous présenterai les intervenants et je vous lirai le cas, ne vous inquiétez pas, il n'est pas trop long. Donc en ce qui concerne notre sujet pour cette séquence, donc les technologies, et notamment les technologies numériques, bénéficient d'un paysage sanitaire qui se transforme durablement à la faveur d'un soin qui serait de plus en plus dématérialisé. On parle de big data, d'intelligence artificielle, d'un soin personnalisé, on parle de santé connectée, d'automesure, d'un soin à distance avec la télémédecine ou encore un soin d'assistance avec la robotique. Donc les technologies participeraient à réinterroger les territoires de la santé, mais sont-elles pour autant porteuses d'un nouvel aller vers que beaucoup commencent à décrire comme étant plus prédictif, plus capacitant, plus spatialisé. Mais derrière tout cela se pose quand même la question de la capacité des technologies à aussi travailler et à cerner autrement les inégalités. Et donc, dit autrement, à concevoir les inégalités. Si l'on reprend le terme concevoir dans toutes ses acceptions, finalement, le but de cette séquence, c'est d'interroger les technologies et leurs acteurs, évidemment, dans leur capacité à appréhender les inégalités, donc c'est le simple de concevoir en tant que capacité abstractive, à travailler les inégalités, donc la notion de concevoir en tant que création, quand on conçoit un objet, par exemple, et surtout peut-être la capacité à admettre, c'est-à-dire la capacité éthique de se dire je conçois, j'envisage, je pense qu'il peut avoir des inégalités et que des technologies peuvent les travailler. Donc comment faire en sorte d'une certaine manière que les technologies n'ignorent pas ces inégalités. Donc nous allons nous questionner comment penser un design social qui serait sensible aux différences et aux inégalités. Quelle serait cette conciliation d'un design des singularités, anthropocentré, appelé plutôt à composer avec les subtilités, et un design universel, technocentré, qui est plutôt, lui, soumis aux impératifs de standardisation et de rationalisation. Et donc, dans une logique plutôt médico-intégrative, comment faire de ces technologies des technologies de l'accompagnement, accordant un primat au sujet et non à l'objet, et plus encore un primat du collectif sur le sujet. Et enfin, plus généralement, nous nous demanderons de quelle manière la dimension de l'équité peut être prise en compte et mise en acte dans des interventions utilisant les technologies, notamment vis-à-vis de populations peu ou moins armées. On a déjà évoqué cela en filigrane dans la présentation précédente, et surtout des populations qui sont souvent confrontées à la figure d'un usager ou d'un patient idéal ou idéalisé. Donc pour creuser ces questions et pour en creuser d'autres, nous aurons le plaisir d'entendre Anne Mayer, donc professeure émérite en sciences de l'information et de la communication au CERTOP et à l'IFERIS à Toulouse. Nawal Bapouri, qui est directrice de l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes et qui est notamment aussi également cofondatrice et coordinatrice d'une plateforme de social design. Et Natacha Varese-Herblo, qui est designer et qui a notamment travaillé dans un incubateur, dans un ESAD à Valenciennes. Donc je les remercie toutes les trois et je vous propose sans plus tarder de vous lire rapidement le cas que nous allons traiter et encore une fois qui va simplement servir de tremplin à la réflexion.
Alors, donc ce cas, alors c'est un cas fictif, mais je dois reconnaître qu'il est largement inspiré d'un article de recherche d'une étude qui a été menée par Anne Maillère, donc qui sera une des intervenantes. Donc voilà, c'est un cas fictif, mais qui est très inspiré, donc qui quand même renvoie à des questionnements réels et concrets. Donc Thierry, âgé de 78 ans, vivant à Melun, est atteint d'insuffisance cardiaque. Il y a 8 mois, son médecin lui a proposé de participer à un programme de télésurveillance à domicile. Il a accepté, y voyant une opportunité de mieux suivre et comprendre sa maladie. Le confort du domicile le rassurait. Quelque temps après, il recevait le matériel qui permettrait de réaliser le suivi. Un pèse-personne, doté d'un écran digital et d'un bouton de mise en marche, fonctionnant à pile, afin de prendre son poids quotidiennement. Un boîtier qui doit être branché sur le réseau électrique en permanence et être positionné à proximité de la balance pour pouvoir répondre quotidiennement à une dizaine de questions par le biais de 2 boutons oui et non. Alors, les questions sont les suivantes. Avez-vous eu cette nuit des troubles respiratoires plus forts que la nuit précédente? Avez-vous eu besoin la nuit dernière d'un oreiller supplémentaire pour mieux respirer? Toussez-vous plus que d'habitude? Est-ce que vos jambes sont plus enflées que d'habitude? Vous sentez-vous aujourd'hui plus fatigué? Avez-vous ressenti ou ressentez-vous des palpitations? Avez-vous ou avez-vous eu de la fièvre au-dessus de 38,5 degrés? Votre activité physique est-elle plus limitée que les jours précédents? Et enfin, un troisième élément du dispositif, un classeur qui est dédié à l'éducation thérapeutique de l'usager et du patient. Donc les données cliniques de Thierry font l'objet d'une collecte journalière traitée par des algorithmes. En cas d'absence de mesure ou en cas de données dépassant des seuils préétablis, ces alertes sont transmises aux infirmières du centre de télésuivi. Un appel téléphonique opéré par l'une d'elles doit alors intervenir dans les 24 heures ouvrées pour, je cite, valider la réalité clinique des symptômes et inciter le patient à consulter son médecin traitant en cas d'alerte avérée. Au début, Thierry fut contacté à plusieurs reprises, spécifiquement sur son téléphone filaire, ce qui lui permit de se familiariser avec le dispositif et de prendre connaissance de ses interlocuteurs. Puis des entretiens ont été programmés toutes les 3 semaines environ. L'installation du matériel fut compliquée, non pas tant par la difficulté des branchements, somme toute assez simples, que par les contraintes spatiales de disposition du matériel dans l'appartement. Thierry a fait plusieurs essais. Au départ, le boîtier et le pèse-personne, tous deux côte à côte, selon les préconisations du mode d'emploi, étaient dans le salon, par terre, les autres prises électriques étant déjà mobilisées. Mais cela l'a vite embêté. Sa voisine Jocelyne puis son ami Paul ont tout de suite posé des questions à leur sujet lors de leur visite. La balance a été finalement placée dans la chambre, au pied du lit, accompagnée du boîtier. Par chance, le réseau était suffisamment fort dans cette pièce pour que le boîtier transmette correctement les données, une source d'inquiétude en moins dans une localité au réseau parfois capricieux. Tous les matins à la même heure, Thierry se pèse, le boîtier se déclenche une fois la pesée réalisée. En effet, Thierry doit répondre aux questions du boîtier immédiatement après la pesée. Une fois, Thierry s'est levé un peu tardivement et n'a pas accompli son devoir à l'heure habituelle. Une infirmière du centre de télésuivi l'a appelé. Elle avait reçu un message d'alerte de la part des algorithmes. Pour le bon suivi de sa santé, il ne s'agit de faire de telles omissions. À l'anniversaire de sa fille, qu'il est alors allé voir, il a appelé le centre de télésuivi pour les prévenir que durant 3 jours, il n'y aurait pas de données transmises. Il avait bien pensé à prendre avec lui les 2 machines, mais la crainte de les abîmer ou de les oublier l'a freiné. Quelque peu embarrassé, il a donc appelé pour qu'on lui autorise cette exception qui lui a été accordée. Thierry s'exécute sérieusement et avec compréhension. Les différents entretiens fixés régulièrement avec les infirmières le rassurent et sont très aidants. Ils lui permettent par exemple de mieux reconnaître ses symptômes et à reconnaître les situations d'urgence. Il a d'ailleurs eu au départ trouvé peu aisé de répondre aux différentes questions du boîtier. Lorsqu'il a eu quelques palpitations à son lever, était-ce significatif? Sa quinte de toux inhabituelle mais ponctuelle devait-il la notifier? Il aimerait parfois rajouter quelques nuances, mais le boîtier ne lui permet pas. Et à cela s'ajoute une autre difficulté pour Thierry, la remémoration, car il doit reporter les problématiques de la veille. Pour remédier à cela, Thierry note l'ensemble des informations sur son clavier. Les échanges avec les infirmières lui permettent de mieux appréhender les attentes du dispositif et en comprendre le sens. Thierry apprécie également ces entretiens parce qu'ils lui permettent de parler de sa maladie, le stress, les contraintes et les états d'âme qu'elle génère.
Pourtant, Thierry sent bien que leur temps est précieux lorsqu'il est en entretien avec les infirmières et que les appels sont chronométrés. Juliette, l'épouse de Thierry, se réjouit de ces appels. Si au début leur régularité hebdomadaire était astreignante, le réconfort que cela apportait à Thierry et la sérénité de la surveillance que cela garantissait ont très vite apaisé Juliette. Donc voici pour le cas. Je laisse tout de suite la parole peut-être en commençant avec Anne Maillère, qui connaît plus ce cas que moi et qui pourra développer un petit peu plus et mettre en perspective par rapport aux inégalités. Merci.